Blueprint 41, la neuroarchitecture des habitudes. Chapitre 1. Je suis l'ingénieur de mon usine comportementale automatisée. Je m'assois et je porte mon attention sur mes propres actions. Je vois le flux de ma journée, une série de comportements, de décisions, de routines. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le pilote conscient de chaque action, que ma volonté était aux commandes à chaque instant. C'était une illusion. Je ressens maintenant la vérité plus profonde, la grande majorité de mes actions n'est pas dirigée par ma conscience, mais par des programmes qui tournent en arrière-plan, en mode automatique. Je ne suis pas le conducteur, je suis le passager d'un véhicule conduit par des forces invisibles. Cette réalisation ne me décourage pas, elle m'excite, car je change de perspective. Je ne suis plus dans la voiture, je suis au-dessus. Je regarde ma vie non pas comme une route, mais comme une immense une usine de production comportementale. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, est une ligne de production automatisée. Un robot industriel qui s'active, exécute une séquence précise et produit un résultat sans aucune supervision consciente. Et je ne suis pas un simple ouvrier dans cette usine. Mon identité se transforme. Je sens le poids d'un casque de chantier sur ma tête, je tiens dans mes mains les plans directeurs. Je suis l'ingénieur en chef. Je suis le concepteur de l'usine. J'ai le pouvoir non seulement de superviser les lignes de production, mais de les démanteler, de les redessiner, d'en construire de nouvelles à partir de rien. Mes habitudes ne sont pas ce que je suis, elles sont ce que j'ai construit. Et tout ce qui a été construit peut être reconstruit, mieux, plus intelligemment. Je ne suis plus la victime de mes automatismes, je suis l'architecte de mon efficacité. Je suis l'ingénieur de mon usine comportementale automatisée. Et il est temps de commencer l'audit de production. Chapitre 2. Je comprends la boucle neurologique de l'habitude, signal, routine, récompense. Je suis l'ingénieur et je me tiens sur la passerelle d'observation de mon usine. Pour optimiser les lignes de production, je dois d'abord comprendre leur fonctionnement fondamental. Je ne vais pas me contenter de regarder les robots bouger. Je vais étudier leur schéma interne, leur code de fonctionnement. Je zoome ma perception sur une seule ligne de production. Une seule habitude. Je vois le mécanisme dans sa simplicité géniale. C'est une boucle en 3 parties. D'abord, le signal. C'est le déclencheur. Je le vois comme un voyant lumineux qui s'allume sur le tableau de bord du robot. Il peut être un moment de la journée, le matin, une émotion, le stress, un lieu, la cuisine, la présence d'une autre personne ou l'action qui précède immédiatement. Ce signal est l'ordre de démarrage. Ensuite, la routine. C'est l'action elle-même, la séquence que le robot exécute. C'est le bras mécanique qui s'empare du café, du téléphone, de la cigarette. C'est la partie la plus visible de l'habitude, mais pas la plus importante. Enfin, la récompense. C'est le but de toute l'opération. C'est la petite pastille de plaisir, de soulagement, de satisfaction que le robot reçoit à la fin de sa séquence et qui grave la boucle dans ses circuits. C'est le « ah » du café, la distraction du réseau social, le pic de nicotine. Je comprends que cette boucle, signal, routine, récompense, est une loi de la nature neurologique. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. C'est le mécanisme par lequel mon cerveau économise de l'énergie en automatisant les comportements récurrents. Pour changer une habitude, je ne peux pas ignorer cette boucle. Je dois travailler avec elle. Je ne peux pas simplement arrêter une ligne de production. Je dois la réoutiller. Je suis l'ingénieur qui a compris la physique de sa propre machine. Chapitre 3. Je reconnais que mes habitudes actuelles déterminent mon futur. Je suis l'ingénieur, debout sur la passerelle. Je comprends le fonctionnement de chaque ligne de production. Je lève maintenant mon regard. Je ne vois plus une seule ligne, je vois l'usine entière. Des dizaines, des centaines de lignes de production qui tournent simultanément. Chacune produit un petit résultat, une petite action, un petit choix. Et je comprends une vérité vertigineuse. Mon futur n'est pas déterminé par mes grands rêves, mes intentions nobles ou les rares décisions héroïques que je prends. Mon futur est la somme mathématique des produits qui sortent de cette usine, jour après jour. Chaque cigarette fumée est un petit vote pour un futur de maladie. Chaque page lue est un petit vote pour un futur de sagesse. Chaque euro économisé est un petit vote pour un futur de liberté. Je ressens le pouvoir de cette loi cumulative. Ce ne sont pas les tremblements de terre qui façonnent le paysage, mais l'érosion lente, invisible, quotidienne. Mes habitudes sont mon érosion. Je vois 2 chronologies qui s'étendent devant moi. Sur l'une, les produits de mon usine actuelle continuent de s'accumuler. Je vois le résultat dans 5, 10, 20 ans. L'image est claire et elle est la conséquence logique et inévitable de ma production actuelle. Sur l'autre, je vois une usine que j'ai optimisée, où les lignes de production négatives ont été remplacées par des lignes positives. Je vois l'accumulation des produits de cette nouvelle usine. Le futur est radicalement différent. Je comprends que chaque jour est un champ de bataille.
Chaque choix automatisé est un vote. Je ne suis pas seulement l'ingénieur, je suis aussi l'électeur. Et je reconnais, avec une clarté absolue, que je suis exactement là où mes habitudes m'ont mené. Et que je serai demain exactement là où mes habitudes actuelles me mènent. Cette reconnaissance n'est pas un jugement, c'est une prise de pouvoir. Car si mes habitudes ont créé mon présent, alors les nouvelles habitudes que je vais construire créeront mon futur. Chapitre 4. Je commence petit et stratégique, micro-habitudes, pour assurer la consistance. Je suis l'ingénieur prêt à construire une nouvelle ligne de production dans mon usine. L'ancien moi, plein d'un enthousiasme naïf, aurait essayé de construire une ligne de production massive et complexe du jour au lendemain. Je vais faire du sport 1 heure par jour. C'est une erreur de débutant. C'est comme essayer de construire une usine de voitures en un week-end. L'échec est quasi certain. La volonté s'épuise, le système s'effondre. Je suis un ingénieur stratégique. Je connais la puissance de l'inertie. Je ne vais pas la combattre de front, je vais la contourner. Je choisis de commencer petit, ridiculement petit. Je conçois une micro-habitude, une ligne de production si simple, si facile, qu'il est presque impossible de ne pas la faire. Je ne vise pas faire 1 heure de sport, je vise mettre mes chaussures de sport. Je ne vise pas méditer 21 minutes, je vise m'asseoir sur le coussin pendant une respiration. L'objectif n'est pas la performance, l'objectif est la consistance. Je ressens la différence. L'ancienne approche créait de la résistance. La nouvelle approche ne crée aucune friction. Mon cerveau reptilien, qui déteste l'effort, ne voit même pas la micro-habitude comme une menace. C'est trop facile pour qu'il s'y oppose. Je ne cherche pas à obtenir un résultat immédiat. Je cherche à graver le début de la boucle neurologique. Je cherche à faire voter mon bulletin. Je suis quelqu'un qui fait du sport chaque jour, même si le vote ne dure que 30 secondes. Je suis un ingénieur qui pose le premier rail d'une nouvelle voie ferrée. Le premier rail est le plus important. Une fois qu'il est posé, je peux en ajouter un deuxième, puis un troisième. La consistance précède l'intensité. Je construis l'automatisme d'abord. La performance viendra plus tard, comme une conséquence naturelle. Chapitre 5. Je maîtrise l'art de l'empilement d'habitudes, habit stacking, pour une intégration fluide. J'ai conçu ma première micro-habitude, ma petite ligne de production. Où vais-je l'installer dans mon usine? Je pourrais la mettre dans un coin isolé, en espérant me souvenir de l'activer. C'est inefficace. Je suis un ingénieur des systèmes. Je ne crée pas des éléments isolés. Je crée des flux. Je vais connecter ma nouvelle ligne à une ligne existante et fiable. C'est l'art de l'empilement d'habitudes. Je regarde les plans de mon usine, je vois les lignes de production qui tournent déjà de manière fiable chaque jour sans que j'y pense. La ligne, je me brosse les dents. La ligne, je me fais un café. Ce sont des habitudes solides, des routines profondément ancrées. Ce sont mes points d'ancrage. Je ne vais pas créer un nouveau signal pour ma nouvelle habitude. Je vais utiliser le signal d'une habitude existante. Je conçois ma nouvelle routine selon une formule simple. Après habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Après m'être brossé les dents, je m'assoirai sur mon coussin de méditation. Après avoir versé mon café, je lirai une page d'un livre. Je ressens la puissance de cette connexion. Je soude littéralement ma nouvelle micro-habitude à la fin d'une routine existante. Le cerveau ne voit plus 2 actions séparées, il les voit comme une seule séquence. L'élan de l'habitude existante entraîne la nouvelle. La nouvelle habitude est comme un wagon que j'accroche à une locomotive qui est déjà en marche. Elle est tirée, sans effort, sans que j'aie besoin d'utiliser ma volonté comme carburant. C'est une intégration élégante. C'est l'ingénierie des processus à son meilleur. Chapitre 6. Je conçois mon environnement pour automatiser le succès. J'ai conçu la ligne de production. Je l'ai connectée aux flux existants. Je vais maintenant m'occuper du facteur le plus puissant et le plus sous-estimé dans la réussite de mes habitudes, l'environnement. Je comprends que ma volonté est une ressource limitée et peu fiable. L'ingénieur intelligent ne compte pas sur la volonté. Il conçoit une usine où le bon choix est le choix le plus facile. Je deviens l'architecte de mon propre environnement. Je ne suis plus un acteur passif dans mon propre espace. Je le sculpte pour qu'il travaille pour moi, pas contre moi. Je veux lire plus. Je ne me contente pas de me dire « il faut que je lise ». Je pose un livre sur mon oreiller. Le signal n'est plus une pensée abstraite. Il est un objet physique sur mon chemin. Je veux manger plus sainement. Je ne me fie pas à ma discipline face aux tentations. J'élimine la tentation à la source. Je nettoie mes placards de la malbouffe et je place les fruits dans un bol bien en vue sur le comptoir. Je rends l'invisible visible, je rends le difficile facile. Simultanément, j'utilise la friction pour mes mauvaises habitudes. Je veux passer moins de temps sur mon téléphone, je le mets dans une autre pièce quand je travaille. Je déconnecte les applications de réseaux sociaux. J'ajoute des étapes, de la difficulté,
entre le signal et la routine. Je ressens le changement. Je ne suis plus en guerre avec mon environnement. Mon environnement est devenu mon allié silencieux. Il me pousse doucement dans la bonne direction sans que j'aie à y penser. Je ne suis pas plus discipliné. Mon usine est simplement mieux conçue. Chapitre 7. J'utilise des récompenses intrinsèques pour renforcer la boucle neurologique. La nouvelle ligne de production est installée, connectée, et l'environnement facilite son activation. Il manque un dernier élément pour que la boucle se verrouille et devienne un automatisme indestructible, la récompense. L'ancien moi aurait utilisé des récompenses extrinsèques, artificielles. Si je fais du sport, je mangerai un gâteau. C'est une stratégie fragile. Elle associe l'habitude à une récompense externe qui n'est pas toujours disponible et qui peut même être contre-productive. L'ingénieur que je suis devenu sait qu'il existe une source de récompense bien plus puissante, la récompense intrinsèque. C'est la satisfaction qui vient de l'acte lui-même. Je dois entraîner mon cerveau à ressentir cette satisfaction. Immédiatement après avoir terminé ma nouvelle routine, même si elle est minuscule, je fais une pause et je célèbre. Je ne fais pas une fête. C'est une célébration interne, silencieuse. Je me dis mentalement « Oui, bien joué. C'est ça, l'identité que je construis. » Je ressens une petite bouffée de fierté, de satisfaction. Ce n'est pas une pensée, c'est une émotion. Cette petite décharge émotionnelle positive est la pastille de récompense que mon cerveau attendait. Il vient d'associer l'effort de la routine à une sensation de plaisir. La boucle est complète. Signal, routine, récompense. Je répète ce processus chaque jour. La connexion se renforce. La petite bouffée de fierté devient l'anticipation de la fierté. Le désir qui va maintenant tirer la routine, la rendant de plus en plus automatique. Je ne suis plus en train de pousser l'habitude. C'est l'habitude qui commence à me tirer. Chapitre 8. J'identifie les signaux déclencheurs et les désirs profonds derrière les habitudes négatives. J'ai maîtrisé l'art d'installer de nouvelles lignes de production. Il est temps de m'attaquer au défi inverse, le démantèlement des anciennes lignes, des habitudes négatives qui sabotent ma production. L'approche de l'ancien moi était la force brute, essayer de supprimer la routine par la seule volonté. C'est une stratégie vouée à l'échec, car elle ignore les deux extrémités de la boucle. Je suis un ingénieur. Je commence par le diagnostic. Je deviens un détective de mon propre comportement. Je choisis une habitude négative à démanteler. Et je mène l'enquête. Pendant une semaine, chaque fois que l'envie de la routine se manifeste, je ne cède pas aveuglément. Je sors mon carnet de notes mentales et je deviens un observateur. Je note le signal. Quelle heure est-il? Où suis-je? Que ressens-je? Qui est avec moi? Quelle action vient de se produire? Je traque le déclencheur avec la précision d'un scientifique. Je cherche le schéma et puis je vais plus profond. Je ne regarde pas seulement la routine, je regarde le désir qui se cache derrière. La routine n'est jamais le but. C'est une stratégie maladroite pour satisfaire un besoin plus profond. Je fume. Le désir est-il la nicotine? Ou est-ce le soulagement de l'ennui? Ou une excuse pour faire une pause? Ou un rituel social? Je me pose la question. Quel est le véritable besoin que cette routine essaie de combler? Je comprends que je ne peux pas simplement éliminer une habitude qui sert un besoin réel. Je dois trouver une meilleure stratégie pour satisfaire ce même besoin. Je ne suis plus en guerre avec mon habitude. Je suis en dialogue avec elle et elle commence à me révéler ses secrets. Chapitre 9. J'introduis de la friction stratégique pour briser l'automatisme. J'ai identifié le signal et le désir profond. Je vois clairement la mécanique de la ligne de production négative. Je vais maintenant commencer à la saboter. Je vais introduire de la friction. Je vais rendre la routine plus difficile, moins automatique, moins fluide. Je suis l'ingénieur qui jette délibérément du sable dans les engrenages. Mon objectif est de briser l'automatisme, de forcer ma conscience à intervenir dans une boucle qui était jusqu'alors subconsciente. J'agis sur l'environnement. Je veux moins regarder la télévision. Je retire les piles de la télécommande et je la mets dans un tiroir dans une autre pièce. Je veux moins manger de sucre. Je le place sur l'étagère la plus haute, hors de portée. Chaque petite étape que j'ajoute entre le signal et la routine est une barrière, un moment de pause. C'est dans ce moment de pause que la conscience peut s'insérer. C'est la chance de me demander, est-ce que je veux vraiment faire ça? Je peux aussi introduire de la friction mentale. Je peux créer une règle. Je peux manger des biscuits, mais je dois d'abord boire un grand verre d'eau. Je peux aller sur les réseaux sociaux, mais seulement après avoir nommé 3 choses que je dois faire en priorité. Je ne m'interdis pas la routine, je la rends simplement moins pratique, je ressens comment cette friction change la dynamique. L'habitude n'est plus le chemin de la moindre résistance. Elle demande un effort, et mon cerveau, qui est fondamentalement paresseux, commence à se demander s'il n'y a pas un chemin plus facile. J'ai cassé le sort, j'ai repris le contrôle. Chapitre 10. Je remplace consciemment les anciennes routines par de nouvelles alternatives. J'ai brisé l'automatisme. J'ai créé un espace entre l'envie et l'action.
cet espace est un vide. Si je ne le remplis pas, l'ancienne habitude finira par s'y réinstaller. Je dois maintenant installer une nouvelle ligne de production sur l'emplacement de l'ancienne. Je vais remplacer, pas seulement supprimer. Je reviens à mon analyse du désir profond. J'ai identifié le véritable besoin que l'ancienne habitude essayait de satisfaire. Le besoin de soulagement du stress, le besoin de connexion, le besoin de distraction. Je vais maintenant concevoir une nouvelle routine. Une routine positive qui satisfait ce même besoin de manière plus saine et plus alignée avec mon identité choisie. Le signal est le même. La récompense, le désir satisfait, est la même. Seule la routine change. C'est la règle d'or du changement d'habitude. Quand je ressens le signal du stress, le déclencheur, au lieu de la routine de manger du sucre, je lance la nouvelle routine, faire 3 minutes de respiration profonde. Le désir de soulagement est satisfait, mais par une voie différente. Quand je ressens le signal de l'ennui, au lieu de la routine de scroller sans but, je lance la nouvelle routine, lire 2 pages d'un livre. Je ne me bats pas contre l'envie. J'utilise son énergie et je la redirige. Je suis un ingénieur qui a identifié une pièce défectueuse sur sa chaîne de montage. Je ne supprime pas la pièce. Je la remplace par une pièce plus performante qui remplit exactement la même fonction. La ligne de production est maintenant réparée. Elle est meilleure qu'avant. Chapitre 11. Je transforme mes habitudes en parties intégrantes de mon identité. J'ai installé de nouvelles lignes de production. J'ai démantelé et remplacé les anciennes. Mon usine est en train de se transformer. Mais les habitudes restent vulnérables si elles ne sont que des actions que je fais. Pour qu'elles deviennent indestructibles, elles doivent devenir une partie de ce que je suis. L'objectif ultime n'est pas le changement de comportement, c'est le changement d'identité. Je ne me concentre plus sur l'action, je me concentre sur la personne que je deviens en faisant cette action. Chaque habitude est un vote. Chaque fois que je médite, je ne fais pas que méditer. Je jette un bulletin dans l'urne pour l'identité, je suis une personne calme et présente. Chaque fois que je vais à la salle de sport, je ne fais pas que du sport. Je vote pour « je suis un athlète ». Je me parle à moi-même dans le langage de l'identité. Je ne dis plus « je dois arrêter de fumer », je dis « je ne suis pas un fumeur ». L'ancienne identité est rejetée, la nouvelle est affirmée. Je ressens la puissance de ce changement. La motivation n'est plus de chercher un résultat, être en forme, mais d'être fidèle à qui je suis, un athlète. Il est beaucoup plus facile de résister à une tentation si elle est en conflit direct avec mon identité. Un athlète refuse-t-il un entraînement? Non. C'est contraire à sa nature. Mes habitudes ne sont plus des choses que je fais. Elles sont l'expression naturelle de la personne que je suis. Elles ne demandent plus d'effort, car être soi-même est sans effort. Chapitre 12. Mon usine est optimisée, efficace et produit des résultats exceptionnels automatiquement. Je suis l'ingénieur et je contemple mon œuvre. L'usine a été transformée. Les anciennes lignes rouillées et inefficaces ont été démantelées. De nouvelles lignes brillantes, rapides et précises ont été installées. Les flux de travail sont optimisés. L'environnement est conçu pour l'efficacité. Le système tourne. Je ressens le silence. C'est le silence d'une usine parfaitement automatisée. Il n'y a plus de cris, plus de pannes, plus d'efforts gaspillés. Il y a seulement le bourdonnement doux et puissant de la productivité. Mon usine est optimisée, chaque composant a été choisi et placé de manière stratégique pour un impact maximal. Elle est efficace. Elle produit les résultats que je désire avec un minimum de supervision consciente et de volonté. Elle libère mon énergie mentale pour que je puisse me concentrer sur des problèmes de plus haut niveau. La stratégie, la créativité, la vision. Et elle produit des résultats exceptionnels automatiquement. Je ne pense plus à faire de l'exercice, à manger sainement, à lire, à économiser. Ces choses se produisent. Elles sont le produit par défaut de mon système. Mon succès n'est plus le résultat d'un effort héroïque et ponctuel. Il est la conséquence inévitable de mes systèmes automatisés. Je suis l'ingénieur qui a construit la machine de son propre succès. Et maintenant, je peux regarder la production se dérouler avec une profonde satisfaction et une paix totale.